Donc, bonjour à tous, merci d'être là en cette fin de journée. C'est la dernière conférence normalement pour vous. Peut-être qu'il y en a une après, je ne sais pas. Donc on va essayer d'être concis et surtout clair de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc le sujet, on va parler de la modernisation de l'outil SaaS. Donc SaaS qui est un outil qui est très utilisé dans tout ce qui est banque, assurance, mutuelle. Un outil historique aussi dans notamment tout ce qui est traitement de la donnée. Alors avant ça, pour se présenter, moi je suis Nicolas Benoît, je suis responsable de la practice Data Platform Data Management au sein de Lincoln, qui est l'entité pure player data d'Alten en France. Donc on est un peu plus de 400 en France, hein. On traite tous les sujets de la data, que ce soit la data ingénierie, donc avec des data ingénieurs, data architectes, tech lead, que ce soit sur des projets de BI, notamment avec les technologies Power BI, Tableau, Qlik que vous connaissez, que ce soit les sujets analytiques, notamment avec SAS, DataIQ, ou que ce soit bien entendu les sujets aussi IA. Donc on en parle beaucoup depuis 2-3 ans avec l'IA générative, mais il faut savoir chez Lincoln, ça fait plus de 15 ans qu'on fait de l'IA. J'ai oublié la data gouvernance qui englobe tout ça. Bien entendu, quand on parle de data aujourd'hui, hein, ce n'est pas simplement un sujet technique, il faut savoir s'y retrouver. Et ça, c'est la data gouvernance qui vous aide notamment dans les entreprises où il y a énormément de données quand on a construit un socle technologique. Donc Lincoln, une entité qui fait partie du groupe Alten. Donc on s'appuie sur la puissance parce que Alten est un groupe qui fait à peu près plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, avec des entités qui sont basées en Europe, sur tous les continents et notamment aussi en support l'Inde ou le Maroc. Nos offres. Bon, j'ai commencé à en parler, mais chez Lincoln, donc, tout ce qui est modernisation data platform. Alors, qu'est-ce que j'entends dans le data platform? C'est tout ce qui est la construction, le socle technologique qui permet d'héberger les données et les traiter, hein, les transformer. Donc là-dessus, on a toutes les data platforms qui migrent de on-premise vers le cloud, ou sinon des bases de données relationnelles standards pour migrer sur des outils big data, type Hadoop, Cloudera. Ou sinon, modernisation de data platform, ce que je vais vous présenter ici, des data platforms type historique avec SAS pour migrer vers des nouvelles technologies. Data Factory, on est plus sur la construction d'équipes. Donc quand je dis construction d'équipes département dédiées à la data. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, qui n'existait pas forcément il y a 5-10 ans, mais aujourd'hui, les entreprises ont compris que la data était un asset important et donc ils créent des départements dédiés au sujet de la data pour traiter tout le cycle de données de la data. Transformation par l'IA, bon, j'en ai parlé. L'IA, peut-être que vous en avez entendu parler toute la journée aussi, c'est le mot d'ordre, le buzzword. Après, il faut voir les résultats que ça donne, mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on rencontre une entreprise, tout le monde nous parle d'IA. On peut faire des belles choses aujourd'hui avec l'IA. Notamment, il y a des nouvelles technologies avec tout ce qui est LLM qui sont arrivées, qui permettent de simplifier justement ce traitement de la donnée et de faire des cas d'usage assez facilement. Maintenant, le sujet, c'est de le mettre à l'échelle et l'industrialiser. Marketing analytique, donc là on est plus côté métier, parce que la data ça peut être côté IT ou côté métier, c'est-à-dire des analystes qui travaillent au cœur des métiers, proches des métiers, donc marketing qui n'est pas forcément une fonction technique, mais qui leur permet justement d'analyser les données et de pouvoir proposer des solutions. Et enfin le self-service BI, ça aussi c'est une évolution. Si on remonte il y a 15-20 ans, on était sur les rapports de données qui étaient construits par des services IT de bout en bout. Aujourd'hui, l'IT est souvent, ou la Data Factory, est souvent en charge de présenter des données, voire de construire ce qu'on appelle un dataset. Et après, ça peut être au métier, dans des personnes dans les métiers qui sont en charge ou qui ont la possibilité, tout seuls, de construire eux-mêmes leurs rapports. Ça, c'est possible aujourd'hui parce que, les outils ont évolué. Ce plus les mêmes outils qu'il y a 15 ans. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui de construire des rapports. 15 ans, il fallait vraiment avoir des compétences techniques, technologiques. Aujourd'hui, en simple drag and drop, vous pouvez construire facilement un rapport. Et deux aussi, la préparation de données s'est améliorée. Aujourd'hui, vous pouvez avoir accès aux données à travers des tables. Et donc, cet accès aux données, c'est facilité. Le sujet d'aujourd'hui, modernisation SaaS. Alors, pourquoi on parle de ça aujourd'hui?
Pour ceux qui ne connaissent pas SAS, SAS c'est un éditeur historique qui est américain, qui a été créé dans les années 70. Donc, dans les années 70, on ne traitait pas encore beaucoup de la data. Donc ça veut dire qu'ils étaient premiers sur le marché, et ils ont pénétré le marché, que ce soit français ou international, surtout en se trouvant côté métier. Donc notamment dans toutes les directions marketing pour tout ce qui est, par exemple, scoring, ou dans les directions de risque, ou auprès des actuaires pour tout ce qui est assurance, mutuelle, banque. Et donc ça, quand je parle, vous voyez, des années 1970, ça fait 50 ans. Donc aujourd'hui, on trouve des entreprises, notamment les banques, qui ont un patrimoine, on parle de patrimoine existant, de plus de 30 ans. Donc c'est vraiment un patrimoine qui est très très imposant en termes de données, bien entendu, mais aussi de programmes. Ça arrive très souvent que quand on parle à des clients qui ont SaaS, on parle de centaines de milliers de programmes. Donc c'est très conséquent. Pourquoi on parle aujourd'hui de modernisation? Pour plusieurs enjeux. Première, c'est pénurie de compétences. Donc, je parlais avec nos deux collègues qui sont ici, qui sont en IUT. Il faut savoir, il y a 20 ans, 25 ans, SAS, quand vous faisiez des études de statistiques, c'était obligatoire. À l'école, vous appreniez SAS. Aujourd'hui, à l'école, ce qu'on apprend, on commence à apprendre du Python, on commence à apprendre encore du R un petit peu, apparemment encore un peu de SAS, mais ce n'est plus la priorité. Et aujourd'hui, quand les jeunes sortent des écoles, ne veulent pas forcément faire du SaaS. On est plus faire des technologies qui font d'open source type Python. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est-à-dire que les entreprises sont confrontées à ça. Deuxième, c'est la dépendance de l'éditeur et la captivité. On parle de ça aussi. Pourquoi? Quand on parle de SaaS, tout le langage SaaS, c'est un langage particulier, c'est un langage qu'on appelle propriétaire. Donc à l'opposé de la tendance d'aujourd'hui, l'open source. On est sur un langage propriétaire. Sur le stockage de données, parce que ça permet de stocker des données aussi, on est aussi sur un stockage propriétaire. Donc tout est propriétaire SaaS. Donc ça veut dire que si vous avez du langage, des programmes SaaS, des tables SaaS, tout est propriétaire SaaS, et donc vous devez avoir des licences SaaS pour lire et pour utiliser SaaS. Et donc SaaS, bien entendu, c'est payant. Automatisation et industrialisation des processus IT. Je vous ai dit, SaaS, ça fait longtemps que c'est sur le marché, et ça, c'est très présent côté métier, depuis des années. Donc on parle souvent de shadow IT, ou en tout cas, on a laissé les métiers faire des analyses statistiques qui marchent très bien. La problématique, aujourd'hui, c'est lorsqu'on veut mettre en place une gouvernance de données globalisée au sein de l'entreprise, vous avez ce petit bout-là qui ne rentre pas dans le standard IT. Et ça, c'est un réel problème. Et enfin, amélioration des performances applicatives. Donc ça, c'est un outil qui évolue. Il y a plusieurs versions, des upgrades qui sont possibles, mais il y a aussi aujourd'hui des solutions qui proposent d'autres choses. Alors, comment migrer? On a, nous, de notre côté, défini une méthodologie. La première chose, je vous parlais tout à l'heure de centaines de milliers de programmes. Vous imaginez bien que si vous devez passer d'une technologie à une autre, vous devez d'abord savoir quel est le périmètre, de quoi on parle. Parce que je parle de 100 000 programmes ou 150 000 programmes, ce n'est pas la même chose en termes de coût. Donc la première chose, c'est auditer et sélectionner, prioriser. Est-ce que le programme que j'ai développé en 2005 me sert encore? Est-ce que j'ai besoin de le migrer? Est-ce que j'ai besoin d'investir du temps dessus? La réponse est pas forcément. Donc le choix et la sélection du programme est importante. Enfin, après, la définition de la nouvelle architecture. Donc SaaS, c'est un outil qui permet de faire beaucoup de choses, qui est très bien pour ça. Il permet de faire l'intégration de données, du stockage de données, la transformation et de la restitution. Donc ça fait beaucoup de choses. Si vous voulez remplacer SaaS, ce ne sera pas forcément par un outil. Ça peut être par une suite d'outils. Et donc il faut sélectionner ces outils-là. Comprendre quelle est l'utilisation de la donnée qui en est faite. Est-ce qu'on fait du SaaS pour préparer la donnée ou est-ce qu'on fait du SaaS pour restituer la donnée? Ce ne sera pas forcément le même outil par lequel on va la remplacer. Le gros du sujet, migrer le données et les codes. Donc là, je vous ai dit, SaaS, c'est du langage propriétaire. Donc là, quand je parle de 100 000 programmes, il va falloir se poser la question, comment je le migre et vers quel
vers quelle technologie. Si je fais du SAS vers du Python, bah, c'est 100 000 programmes qui eux-mêmes contiennent des dizaines, des centaines, des milliers de lignes à migrer vers du Python. Donc, comment je le fais? Et enfin, la conduite du changement, qui est un élément très important. Quand on a l'outil SAS, on a des personnes qui travaillent dessus depuis souvent plusieurs années. Encore une fois, hein, ça fait des dizaines d'années que ça s'est instauré au sein des entreprises. Bah, ça veut dire qu'il faut les accompagner aussi. Parce que c'est des nouveaux usages, c'est des nouveaux outils qu'on va leur mettre dans les mains, c'est une nouvelle façon de travailler. Et ce changement-là, il ne faut pas le négliger. C'est important. C'est important pour que la migration se passe bien et soit adoptée par tous. Alors, pourquoi nous, on se positionne sur cette migration et qu'on croit, en tout cas, moi j'en suis persuadé, on a les atouts pour faire cette migration qu'elle se passe le mieux possible. Première chose, SAS, nous on est partenaire historique. Donc Lincoln, ça fait plus de 35 ans que ça a été créé par des anciens SASiens. Donc tout ce qui est technologie, compétences SAS, on les a en interne. On sait comment ça marche. On sait ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Deuxième outil, qui est potentiellement un outil partenaire, un outil par lequel on peut remplacer SAS, c'est DataIQ. DataIQ, c'est pareil, ça fait plus de 6 ans qu'on est partenaire DataIQ, premier, avec lequel on travaille. D'ailleurs, petite promo, semaine prochaine, j'interviens aussi au salon DataIQ pour présenter ce que vous voyez là, à peu près. La méthodologie. C'est une méthodologie qu'on a éprouvée auprès des clients. Donc on a des références clients, des clients qui nous ont fait confiance, puis on a appris aussi, hein, au fur et à mesure, on a corrigé, on a appris, et maintenant on est en capacité de dire, vous avez un projet, on sait comment le faire. Et enfin, en interne, on a développé ce qu'on appelle des accélérateurs. Des accélérateurs notamment pour convertir le code SAS en un autre code, en un autre langage. Donc soit on convertit du code SAS, par exemple, en DataIQ, soit en open source, type Python ou SQL. Et donc, en dessous, vous avez toute la liste des plateformes, du langage, base de données, typiquement vers quoi, technologiquement parlant, on peut convertir du SAS. Alors, la méthodologie et notre apport de valeur. Pour prendre cette slide, on va décomposer en 2 parties. Et quand on a un projet de migration SAS, c'est vraiment 2 parties distinctes, qui sont indissociables, bien entendu. La première, c'est l'audit et le conseil. Je vous ai dit au début, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de migration. Bon, c'est vrai pour ça, c'est vrai pour tout. Il faut cadrer le périmètre. Et donc, la première chose à faire, c'est faire l'inventaire. De quoi on parle? Les programmes SAS, il faut savoir, ça peut être sur un serveur, sur une VM IT, mais ça peut aussi être sur le poste de travail de chacun. Donc il faut tout rassembler, il faut faire l'inventaire et sélectionner ce dont on a besoin. Deuxième point, c'est la priorisation et sélection. Donc ça veut dire on sélectionne les programmes qu'on utilise encore et on priorise. Parce que même en sélectionnant, on peut tomber sur des milliers de programmes encore. Et donc le troisième, c'est on définit l'architecture. Ok, on sait ce qu'on veut, quoi, on sait quoi, on va migrer quoi. Maintenant, on va se demander où on va le migrer. Quels sont les outils que l'on va utiliser dans le futur pour remplacer SAS. Et donc ça, c'est en amont. On n'a pas encore commencé la migration. Au bout de cette première partie conseil, on définit ce qu'on appelle une feuille de route. On définit, on sait quoi, on sait vers où on va aller. Maintenant, on peut vous dire combien. Combien ça va coûter, combien de temps ça va coûter, et combien en argent aussi, si on remplace par des solutions qui sont des solutions IT, des éditeurs logiciels, combien ça va vous coûter. Donc là, on a tout, on sait quoi, on sait vers où on va, on sait combien, et on définit aussi combien de temps ça va prendre. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a le go, qu'on a aussi l'aval, bien entendu, du client et de la direction, on dit go. Allez, on se lance et on se lance dans la migration. Et c'est là où arrivent nos accélérateurs. Donc, dans une première partie, on migre les données. Alors, je distingue bien ce qui est données froides, données chaudes. Il y a des données qu'on peut décider de migrer sans transformer parce qu'on veut les garder, et des données, de toute façon, qu'on migrera automatiquement avec les programmes. On teste, ça c'est important. Chaque fois que vous voyez un petit
Vous voyez, le marteau, et je ne sais pas ce que c'est exactement, ça veut dire qu'il y a un outil derrière. Compte tenu de la volumétrie, on est obligé de s'outiller pour faire ces migrations-là. Et donc, les tests, c'est des tests automatiques que l'on fait nous-mêmes pour valider que le résultat d'un programme avant avec SAS est exactement le même après avec un autre outil. La validation des métiers, ça c'est obligatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui validons, c'est les métiers qui mettent le tampon à la fin et qui disent « Ok, ça c'est bon, ce programme, je valide, on peut le passer en prod ». Et enfin, le décommissionnement. Décommissionnement, ne pas oublier de décommissionner les anciens programmes SAS pour éviter d'avoir... On va avoir un double run, ce qu'on appelle un double run, de run pendant un laps de temps, mais à la fin, il ne faut pas oublier de décommissionner. Sinon, les utilisateurs vont continuer à utiliser du SAS, ce qui n'est pas l'objectif. Et vous voyez le numéro 3, tout au long du projet, la conduite du changement, donc, qui est très importante. Et donc, elle commence bien au début, au niveau de l'inventaire. C'est onboarder tous les métiers, tous les utilisateurs SaaS, ça fait peut-être 10, 15, 20 ans qu'ils travaillent sur du SaaS, les onboarder pour les accompagner, pour leur montrer qu'il y a d'autres solutions qui existent et que c'est bien. Et ça, c'est important. Ça permet à la fin d'avoir un projet qui est en succès et qui n'est pas en fail. Alors, si on décompose la première partie, conseil de la modernisation. Donc ça, c'est la première partie. Ça, c'est vraiment du vécu. Vous voyez, avant analyse, après analyse, c'est le programme. Ce que je vous ai dit, patrimoine existant, ce qu'il en reste après. En fait, on s'aperçoit qu'après une mission de conseil, on diminue entre 70 et 90% du patrimoine. C'est-à-dire qu'il y a 90% du patrimoine, on dit on ne va pas le migrer. Ça ne sert à rien, on va le laisser, on ne va pas passer de temps, on ne va pas donner de l'argent, en tout cas passer de l'argent dessus, ça ne sert à rien. Je suis gentil avec 90, on peut aller plus loin. Et ça s'est vu. Sur analyser les besoins, donc inventarier le patrimoine, bon, je ne vais pas refaire tout ce que j'ai dit juste avant. Les avantages, je reprends implication des métiers dès le début, ça c'est important, parce que nous, on peut aider avec des outils à dire, par exemple, ce programme-là, on voit que ça fait 10 ans qu'il n'a pas été utilisé. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le migrer? Encore une fois, c'est le métier, c'est les utilisateurs, c'est les owners qui doivent dire oui, on ne le migre pas, ou non, je tiens à le garder. Et donc, ça les implique dans le projet, c'est important. Concentration sur les programmes à valeur, donc qui sont utilisés au jour le jour, qu'on sait qu'ils vont être utilisés, ça permet de faire du ménage. Moi, j'aime bien dire que modernisation, migration, ça rime avec ménage. Dans toutes les technos, c'est la même chose. Quand vous faites une migration, il faut faire du ménage dans ce que vous faites. Identification des programmes à usage réglementaire. Alors ça, c'est vrai pour tout ce qui est banque, assurance. Il y a beaucoup de programmes réglementaires qui existent en SaaS. Donc là, il y a une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on les migre? La possibilité aussi de garder en SaaS. C'est une vraie possibilité. Et d'avoir une migration hybride. Et refactorisation des programmes possibles, ça c'est ce qu'on observe. Je vous ai dit que ça c'est souvent utilisé par les métiers, donc ça veut dire c'est bien point de vue fonctionnel. En revanche, les métiers n'ont généralement pas la même structure et les mêmes processus qu'en IT. Donc ça peut arriver qu'il y ait des programmes qui soient développés 2, 3, 4, 5 fois par des personnes différentes. Et donc cette phase-là permet aussi la refactorisation des programmes. Alors, sur les solutions. Donc vous avez SAS à gauche, donc je vous ai dit les programmes, les projets, donc ça c'est un peu plus technique, et les tables. Donc en gros, les programmes et le stockage des données. Là, ce que vous voyez au milieu, vous avez tout ce qui est Lincoln Analyzer, c'est notre outil qui permet d'inventorier tous les programmes, toutes les tables qu'il y a et de prioriser, bien entendu, après validation des métiers. Vous avez une deuxième phase d'outillage avec un premier outil Dataxial, avec un partenaire qu'on a, qui permet de créer automatiquement des flux dans DataIQ. Deuxième outil qu'on a, c'est Lincoln Converter, qui permet de convertir du SAS, soit en code open source, soit en SQL, soit en Python, soit en Spark aussi. Et enfin, une troisième possibilité, il ne faut pas l'oublier, c'est du SaaS. Donc SaaS, je ne l'ai pas précisé, mais pourquoi aussi nos clients se posent la question de sortir ou de rester sur SaaS actuellement, c'est que là, il y a un gros upgrade
qui est en train que SAS est en train de faire, soit vous restez sur SAS, soit il y a une nouvelle version qui s'appelle SAS Vaya. Mais SAS Vaya, montée de version, c'est une version qui nécessite un vrai projet. Ce n'est pas juste un clic-bouton, je monte de version. Il y a des changements qui sont assez radicaux. Et donc, c'est un coût. Et donc, c'est le moment aussi pour toutes les entreprises de se dire vers quoi je vais. Je n'ai pas le choix. Soit je reste sur SAS, mais du coup, je monte sur SAS Vaya. Soit je pars sur une technologie open source, soit je pars aussi vers une technologie licenciée avec DataIQ. Alors, notre accélérateur, donc là, c'est un exemple qu'on a sur notre accélérateur qui permet de migrer du code SAS sur soit en Python, soit en SQL, soit en Spark. Bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil qui est basé sur LLM. Tout à l'heure, je parlais d'IA. Voilà, l'IA, ça sert aussi à ça. C'est accélérer la conversion de code. Et donc, nous, on a développé en interne, donc on appelle ça un outil, qui permet de convertir du code SAS en soit Python, soit en SQL, soit Spark. Alors, ça ne fait pas 100% du code, parce que ça, c'est quand même un code complexe qui est fait de façon particulière. Je ne rentrerai pas dans le détail là. Mais en tout cas, il y a un certain pourcentage, entre 50 et 70%, qui peut être converti automatiquement. Donc le reste se fait manuellement. En tout cas, vous gagnez du temps. Je répète, un programme SAS, en termes de lignes, ça peut faire, alors ça dépend, mais en moyenne on est entre 100 et 1000 lignes. Donc c'est quand même du code. L'analyse approfondie, les LLM aussi, ça nous permettent aussi de commenter le code. C'est souvent utilisé comme ça aussi, les LLM, de dire, tiens, ça c'est vrai pour SAS, mais c'est pour tous les codes. Faut dire, j'ai un programme qui fait 50 000 lignes, dis-moi ce qu'il fait. Le LLM a la capacité de vous expliquer. Alors je ne sais pas si les étudiants aujourd'hui utilisent comme ça aussi, mais en tout cas, c'est une vraie fonctionnalité. Et enfin, la refonte du code, voilà, on décide, on lui dit, convertis-moi ce code en SQL, Python, et il peut le faire. Deuxième outil, donc là, on est plus sur un outil qui est spécialisé, véritablement, sur l'outil DataIQ. Je ne sais pas si vous êtes familier avec DataIQ, mais c'est un outil qui permet de faire low-code, no-code ou avec du code, qui permet de simplifier l'analyse, en tout cas, des données ou la data préparation. Et donc, cet outil permet de recréer automatiquement un flux dans DataIQ. Pareil, ça ne le fait pas à 100%, ça le fait environ, là je crois qu'on est entre 60 et 70%. Ça décompose par étapes et ça permet de créer et d'industrialiser le code dans DataIQ automatiquement. Donc ça, c'est vraiment un accélérateur aussi. Le reste doit être fait de façon manuelle. La démarche. Alors, j'en ai parlé, l'accompagnement au changement, un point important. Souvent, les développeurs sassiens, j'insiste dessus parce que c'est vrai. Encore une fois, on faisait du SAS. SAS, c'était l'outil numéro 1 dans les années 2000, 90-2000. Donc, on est sur une population qui a des compétences SAS depuis très longtemps et qui font du SAS depuis très longtemps. Et donc, il faut les accompagner sur comment changer. Et le comment changer, vous allez avoir 4 catégories, en gros, de personnes qui sont face au changement. Premier, c'est les promoteurs. Alors là, ils vont dire, super, on change de SaaS, enfin, je veux y aller, c'est super ton outil, peu importe ce qu'on propose, tout est super. Donc ça, c'est bien. Deuxième, c'est ceux qui sont, donc là, c'est sur le jaune, c'est la plus grosse part, on est sur la part le neutre. Le neutre, c'est ceux qui ont un niveau technique intermédiaire, qui disent, ok, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, mais j'attends de voir. Donc là, eux aussi, il faut les accompagner pour les changer, pour leur montrer et pour démontrer aussi, surtout, les capacités des nouveaux outils. Troisième, c'est ceux qu'on qualifie de codeurs sceptiques. Alors, ils sont plutôt techniques, et puis, donc c'est-à-dire qu'ils connaissent leur code, ils connaissent très bien, très très bon sur ce qu'ils font, et ils peuvent être butés à faire « Ah non, change d'outil, no-code, low-code, je ne veux pas ». Donc ça, c'est pareil, il faut démontrer, les accompagner, et leur dire grâce à cet outil, voilà ce que tu vas gagner. Et ça ne se fait pas en une session, ça se fait sur le temps.
Et enfin, les défenseurs du statu quo, c'est que de toute façon, ils voient peu de bénéfices sur la migration. Donc ils se disent bah, pourquoi on migre? Ça sert à rien. Et donc on a a priori plutôt négatif sur DataIQ. Là c'est pareil, en termes d'accompagnement, autant vous dire qu'il faut les accompagner, montrer, passer du temps avec eux, utiliser les promoteurs qui eux sont pour faire passer des messages aussi. Voilà, donc des phases découverte, apprentissage, les différentes formations qu'on peut avoir. Alors sur les product owners, les PO, c'est assez basique. Les data scientists, data ingénieurs, là, il faut insister sur les formations. Et de toute façon, sur les outils, c'est aussi à l'utilisation hein, qui vont s'y faire. Et enfin, les utilisateurs métiers, parce que eux aussi, ça va changer aussi pour eux. Ne pas les oublier et les former au nouvel outil. Alors, les résultats attendus et les bénéfices clients. Alors, on l'a décomposé en 2 phases. La première, c'est sur la plateforme cible. À la fin, le changement, qu'est-ce qu'on a en bénéfice? Et puis, à droite, c'est sur le projet de migration. Quels sont les bénéfices d'avoir des accélérateurs? Donc, sur la plateforme cible, déjà, la réduction des coûts opérationnels. C'est-à-dire que si vous partez sur de l'open source, par exemple, les coûts de licence SaaS, ils vont diminuer. Donc ça, c'est un point important. Attraction et fidélisation des collaborateurs. Ça, j'en parlais. Quand on a quand on a SaaS, qu'on cherche des nouveaux consultants, pour attirer les jeunes avec les nouvelles compétences, c'est plus vendeur d'avoir d'autres technologies. De dire, on va faire du Python, par exemple, on va faire... C'est vraiment un point que j'insiste parce que c'est une réalité. Et enfin, accès à un écosystème technologique évolutif et innovant. Donc là, en fonction, pareil, on a défini une nouvelle architecture qui permet de faire de l'analytique, mais pas que. En général, soit c'est une data platform nouvelle que l'on a, soit qu'on définit, soit ça se greffe à la data platform globale qui est déjà en cours, qui existe déjà au sein du groupe. Donc les leviers, les projets de migration, les avantages, notamment avec les accélérateurs. Déjà, tout ce qui est ménage, rationalisation du patrimoine, ça c'est important. Donc ça veut dire qu'on a déjà diminué, donc en termes de maintenance, on ne se pose plus la question, on a fait du ménage. Homogénéisation des programmes aussi. Donc avec nos accélérateurs, en fait, la façon de coder, en fait, on va définir une façon claire de coder. Là, sur SaaS, vous pouvez avoir 30, 40, 50, 100 personnes qui codent différemment. Là, nous, avec nos outils, on va clairement imposer une façon de coder. Et donc, pour la maintenance, ça sera beaucoup plus simple. L'optimisation, le renforcement de la sécurité et de la conformité, les projets de migration, ça sert aussi à ça. Et levier pour métier pour une adoption réussie, donc continuité de service assuré, moins de sollicitations métier, et la prise en main facilitée, ça c'est l'accompagnement au changement. Bon, là c'est typiquement, alors, on ne va pas avoir trop dans le détail, mais c'est pour vous montrer que tout à l'heure je vous parlais de centaines de milliers de programmes SaaS, c'est des gros projets. C'est des gros projets. Donc vous pouvez avoir des projets, directeurs de projet, data architecte, PO, data ingénieur, data analyst. Ça, c'est le projet où vous avez tout le monde. Vous avez vraiment besoin d'avoir toute la team. En bas, c'est juste un planning pour vous montrer, vous donner une idée, encore une fois. Les 3 mois, en gros, c'est entre 2 et 4 mois, un projet d'audit. Combien de temps il me faut pour auditer, pour définir? Et ça, cette phase, elle est très importante. Ne pas la négliger. Celle-là, elle est primordiale. Et une fois qu'on l'a, on passe à l'industrialisation. Bien entendu, ça dépend du périmètre. Vous voyez, on est sur des projets entre 6 et 3 ans. Donc ça, c'est vraiment c'est pour vous donner des idées, pour vous dire, OK, qu'est-ce que ça représente. Bon, et enfin, quelques retours d'expérience. Alors, Crédit Agricole, Cofidis, notamment avec des missions de conseil, de définition du patrimoine SaaS. Et là, notamment, avec un des deux, on est en cours pour justement effectuer la migration. BNP, on a aussi fait la migration et il faut savoir que sur DataIQ, on est présent en termes de groupe. Et Orange et la Banque Postale, on a effectué aussi des migrations entre SaaS et DataIQ. Donc tout ça pour vous dire, enfin, ça fait, donc certains, ça fait
Ouais, Orange, ça fait 3-4 ans déjà. Pour vous dire qu'on a l'expérience, parce que les projets comme ça, c'est important. C'est important, on parle de gros projets. On sait que bah, dans le passé, il y a des choses qu'on a moins bien fait, d'autres qu'on a bien fait. Donc là, maintenant, on sait clairement où on va sur ce genre de projet. Pardon. Voilà pour moi. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, ok. Donc, la question, quel LLM on utilise pour les outils, les accélérateurs? Il faut savoir que, en gros, on définit une architecture avec des outils. Après, les LLM qu'on appelle, on pourrait le changer très vite. C'est des appels API. Donc là, en l'occurrence, pour ce cas-là, on a pris OpenAI, ChatGPT, mais on pourrait très bien prendre Claude, euh, Mistral, autres. Et ça se fait, l'architecture est faite, on pourrait le changer très rapidement. Ça, c'est quand on le fait chez nous. Pourquoi on a fait ce choix d'architecture? Parce qu'on a la capacité de le déployer aussi chez le client. Si chez le client, par exemple, ils sont sur du Google, on déploie notre outil et on change juste l'API. Une analyse. Alors, on a fait une analyse comparative des LLM au début pour savoir vers quoi on partait. Et donc ça, notre accélérateur, on l'a développé il y a un an et demi. Donc à l'époque, c'était ChatGPT qui était clairement le plus efficient en termes de conversion de code. Et la deuxième question, pardon, c'était c'était celle-là juste. Ouais, ouais. Ok. Ce que les chiffres que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'était entre 60 et 70% d'automatisation du code qui est réussi. Après, il y a quand même une partie manuelle qui est faite. Après, par expérience, on sait très bien qu'il y a du code. Quand je dis 60-70%, c'est une moyenne. C'est-à-dire que vous avez des programmes qui peuvent être convertis à 100%. En fonction de ce que si c'est un port de fichiers avec une petite transformation, ça se fait très bien. Il y a pas de sujet. Quand on rentre dans du code plus complexe, bah là, vous pouvez descendre à 30-20%. Voilà. Mais donc, effectivement, derrière, il y a toujours une intervention humaine de vérification. Alors, de vérification, et après, nous, on a un outil aussi qui permet de comparer le résultat du LLM, enfin du code fourni par le LLM automatiquement versus le code SAS.